Est-ce que ça marche? Oui. Alors bonjour à toutes et à tous. Et vous voyez que nous venons main dans la main avec la Haute Autorité en Santé pour vous présenter, introduire en fait cette journée, enfin introduire, elle a déjà été introduite cette journée, mais finalement se poser une question extrêmement basique, de quoi on parle? De quoi parle-t-on quand on parle d'éthique? Alors d'abord, bravo vraiment à toute l'équipe du Graal qui a organisé ce colloque. Je pense qu'il y aura d'autres moments pour les remercier, mais comme je le soulignais auprès de la présidente, c'est pas toujours le cas d'être voilà, qu'il y a un travail aussi rigoureux de suivi dans le cadre du comité de pilotage. Ça fait des mois que cette journée se prépare et vous êtes au rendez-vous puisque la salle est pleine. Alors, ce qui est déjà un très bon signe, mais c'est aussi un très bon signe pour la matière que l'on va travailler, que l'on va malaxer toute la journée. Et puis, une journée introduite par une situation très pratico-pratique. Alors, c'était intéressant parce que moi, quand j'entendais, je me disais, mais c'est lent, en fait. Mais en fait, la réflexion éthique, ça prend du temps. Et le mot éthique n'a pas été prononcé dans cette scénette. Alors moi aussi, j'ai les mêmes remarques. Je me dis, mais la personne concernée, là, pourquoi elle n'est pas au milieu des discussions? Alors, elle était à côté, mais c'est vrai que c'est le réflexe qui revient. Alors, je vais donc évoquer avec vous, finalement, de quoi parle-t-on? Et on va commencer par quelques petites vignettes, des vignettes sous forme d'image. Alors, c'est moi qui, qui passe les diapos, pardon. Voilà, des petites images qui doivent vous parler par rapport à ce qu'on vient d'entendre, par rapport à ce que vous vivez dans votre quotidien. Hier, à l'EHESP, il y avait les deux promotions d'élèves directeurs d'hôpitaux, enfin de directeurs des établissements sanitaires sociaux, médico-sociaux, dont le champ du handicap, bien sûr, qui s'est interrogé sur les questions de maltraitance. Et il se disait, finalement, l'éthique, ben, c'est une nébuleuse, hein, c'est pas toujours simple. Ou alors, vous voyez la première vignette avec le monsieur qui est finalement sur un fil assez droit, avec, enfin le monsieur ou la dame d'ailleurs, avec la barre pour tenir l'équilibre. La barre, il faut la voir comme un outil, et on le verra cet après-midi, vous aurez des outils à disposition pour avancer sur cette réflexion éthique. Et puis finalement, voilà, tout à coup, il y a une question qui arrive, et puis on se trouve au nœud, au cœur du problème. On commence à tirer un fil, et puis on s'aperçoit que c'est une pelote et que ça peut paraître inextricable. Voilà, finalement, c'est une image qui me parle quand j'ai en tête la représentation du dilemme éthique. Et puis, à côté, il y a cet autre personnage qui est toujours sur le fil, toujours avec sa barre, son outil, mais vous voyez qu'il est en équilibre instable. Et il y a une main qui tient ce fil qui n'est pas tendu. Alors souvent je pose la question, mais qui tient le fil? Et ce qui m'intéresse beaucoup, c'est que je m'aperçois que les professionnels qui répondent, que ce soit des personnes au chevet des patients ou des personnes accueillies ou dans l'accompagnement de tous les jours, selon la fonction, répondent pas la même chose. C'est toujours une hiérarchie, on est toujours au-dessus. Même quand je pose la question au ministère, c'est vraiment très intéressant. Donc on voit bien quand même qu'il y a une sorte d'instabilité, d'incertitude, en tout cas de contexte. Et puis, si on continue sur ces vignettes, il y a le symbole de la balance de la justice. Et là, je vous parle en tant que juriste, mais de juristes qui travaillent depuis des années sur les liens entre l'éthique et le droit. Et finalement, on voit bien que c'est le cœur de la démarche. Je trouve que par des images, on arrive aussi à faire passer des messages. Vous voyez, il faut réussir à peser le pour, le contre, trouver le plus juste positionnement possible sur ce fameux fil, hein, même si ça paraît inextricable. Mais vous voyez qu'il y a 4 personnages qui tiennent ces balances. Donc, c'est le cœur même aussi de la réflexion éthique, c'est de ne pas jamais rester tout seul. Voilà. Alice Casagrande, qui a beaucoup travaillé sur les questions de maltraitance au ministère et qui est maintenant secrétaire générale de la Civise, sur les violences faites aux enfants, notamment violences sexuelles, insiste beaucoup sur « ayez toujours un 06 ». Moi, j'aime bien son expression, c'est-à-dire ne restez jamais seul. Et voilà, l'objectif, c'est d'être un peu plus apaisé, comme la dernière vignette le montre, même si finalement, ce n'est jamais complètement simple.
Alors, l'éthique, qu'est-ce que c'est? C'est aussi un retour dans le temps. Vous voyez, il y a quelques expressions de personnes très diverses. Si on remonte à Aristote, je ne suis pas philosophe, mais c'est toujours très intéressant de revenir sur ce qui a été réfléchi. Donc, Aristote, il dit, finalement, c'est la sagesse pratique. Et moi, ça me va bien. Et l'expérience à la fois au Comité national d'éthique depuis fin 2017, juste avant les États généraux de la bioéthique. Vous voyez qu'il y a du temps qui a passé. Il y a eu une période très, très dense avec ces états généraux, tous ces débats organisés en France et beaucoup en Bretagne d'ailleurs. Et puis la crise Covid après, ça a été une période d'interrogation très profonde tout en haut, mais aussi tout en bas, et sans aucune hiérarchie et de jugement, quoi que ce soit dans ce que je viens de dire. Le fait de faire partie de comités d'éthique à différentes strates, y compris à l'espace régional de réflexion éthique et aussi dans un comité d'éthique sur le territoire de Rennes, l'EREAM, l'espace de réflexion éthique, âge et mémoire, montre qu'effectivement, la sagesse, c'est finalement, est-on jamais sage, suffisamment sage, c'est une prise de recul à partir des situations très concrètes de terrain. Donc la phrase d'Aristote, elle résonne complètement présente encore aujourd'hui. Je vous cite aussi dans le cadre d'un colloque sur éthique et bientraitance, une infirmière qui avait été interrogée sur « Pour vous, c'est quoi l'éthique ?» Elle avait commencé par souffler en disant « c'est compliqué à répondre. » Puis tout à coup, elle a eu un sursaut en disant « Pour moi, l'éthique, c'est élastique. » Alors tout le monde avait souri, voire ri dans l'amphithéâtre parce que c'était spontané, mais elle n'a pas tort, cette infirmière. Parce que finalement, il faut jouer avec, dans le bon sens du terme, avec les valeurs, avec son fameux fil rouge. Moi, je parle toujours du fil rouge. Et je dis souvent... nous sommes tous au service de qui? Vous êtes tous au service de qui? Vous avez choisi ces missions, ces professions pour être au service des plus vulnérables. Un directeur d'hôpital, mais ça aurait pu être n'importe quel directeur d'établissement ou de services sociaux, médico-sociaux, comme vous aujourd'hui pour partie, souligner la question du doute, de l'incertitude. À partir du moment où on se pose des questions, c'est plus simple d'avoir des réponses. Or, c'est justement tout le travail autour du questionnement qui permet d'avancer. Voilà. Mais il faut le poser dès le départ. Voilà. Si, vous savez, même moi, en tant que juriste, on m'attend souvent avec des recettes. Voilà, je peux repartir. Je ne suis pas là pour donner des recettes, mais plutôt pour accompagner sur les questionnements. Et puis, une autre philosophe plus contemporaine, Cynthia Fleury, qui été membre du Comité national d'éthique, qui insiste beaucoup sur l'éthique du care, donc de l'accompagnement et du prendre soin de façon plus globale. Alors, l'éthique répond avant tout à une quête de sens, c'est-à-dire essayer de comprendre. Et quand on utilise aujourd'hui, quand on a recours au mot sens aujourd'hui, il a une répercussion et une aura complètement différente d'avant la crise, parce qu'il y a un avant et un après-crise, comme je le dis souvent. Et d'ailleurs, on en a discuté juste avant avec Cécile Lagarde, on en parle beaucoup plus d'éthique depuis la crise Covid, parce que les questions entre droit, liberté, protection, la conception du soin, le rapport à l'humanité, vous vous rappelez tous les débats qui ont eu lieu par rapport au traitement fait au corps, aux enterrements à la va-vite, au fait qu'on ne pouvait plus voir les personnes qu'on enfermait de façon, en tout cas, vécue comme radicale par certains, ou au contraire justifié par d'autres. Enfin, il y a eu plein de questionnements et ça a nourri en fait une autre façon, une autre méthode de réfléchir l'éthique depuis. Et il y a eu aussi un autre levier qui fait qu'aujourd'hui vous êtes si nombreux sur ce type de journée, qui fait que de nombreuses associations ou fédérations aujourd'hui organisent des journées, leurs journées annuelles sur bientraitance, éthique, droit. C'est parce qu'il y a ce fameux référentiel, dernier référentiel de l'HAS que vous incarnez aujourd'hui. Donc c'est super que l'HAS soit présente aujourd'hui, parce que souvent on se dit, oh là, les référentiels, les procédures, avec le directeur qui pousse voilà, il y a bientôt l'évaluation, donc il faut qu'on fasse des groupes de travail et qu'on s'auto-évalue, etc., etc. Je pense que ça vous parle. Là aussi, c'est de dire d'où on parle. D'où on parle et d'où on part. C'est à quoi ça sert tout ça. Voilà. Donc, vous voyez que cette question du sens, et vous savez aussi qu'on parle beaucoup de la question du problème de recrutement, de l'attractivité des métiers. On est en plein cœur du sujet. Hier, une directrice dans ce colloque me disait, mais est-ce que votre discours, le fait d'impulser cette réflexion et de promouvoir la réflexion éthique, ça tient la route alors qu'il y a tous ces problèmes de contraintes, d'attractivité, etc. Je dis justement,
justement, c'est dans ce contexte-là où c'est aussi complexe qu'il faut ouvrir justement des temps organisés, organiser des temps pour le dialogue, pour la communication, etc. Toute la journée hier, moi, ça m'a beaucoup marqué sur ces questions de maltraitance de médiation. Elle a été concentrée sur ces questions d'importance de se parler. Voilà. C'est basique, c'est évidence, bah oui, mais il faut revenir sur des évidences. Alors finalement, si l'éthique était une science, on dirait que ça serait, vous voyez que c'est finalement une science du questionnement, du doute, de l'embarras. On est mal à l'aise quand on est embarrassé par une situation. Mais la scénette était assez éclairante là-dessus, hein, avec, voilà, effectivement, j'ai aussi souri quand j'ai vu le psychologue pour travailler souvent avec des psychologues, mais les autres professions aussi qui étaient représentées. C'est pas simple, on n'a pas forcément les mêmes modalités de fonctionnement et pourtant on est dans un collectif. Et vous travaillez dans des collectifs. Et finalement, l'éthique, c'est travailler à partir de la matière et par rapport à des repères et à des valeurs. Alors, c'est un bénéfice en fait pour tout un chacun, à commencer par les personnes accueillies et leurs proches. On y reviendra, mais moi, la question que je pose souvent dans le fonctionnement des comités ou des instances de réflexion éthique, c'est quelle est la place des principaux intéressés, mais aussi bien sûr des managers et des professionnels. Alors, j'ai mis de santé, mais c'est aussi social, bien évidemment. Enfin, toutes les personnes qui, dans votre champ, animent ces réflexions-là. Donc c'est un levier bien sûr d'amélioration de la qualité et de la bientraitance, ça, l'HAS insiste beaucoup là-dessus. Et puis on verra qu'il faut travailler à la fois sur la formalisation, en même temps un cadre suffisamment souple. Vous voyez, il faut un cadre souple. Donc il faut un cadre, ça c'est extrêmement important, mais il faut une adaptation à chacune des structures. On aura l'occasion d'y revenir. Je vous donne juste un exemple. J'entends souvent l'expression notre établissement, notre service est de trop petite taille, donc on n'a pas les moyens de mettre en place une réflexion éthique, un comité, etc. Certes, il y a d'autres ressources sur le territoire et Cyril Azif-Thomas en parlera tout à l'heure. Ainsi qu'Hubert Stéphane qui représente tous les deux l'espace de réflexion éthique de Bretagne, régional de Bretagne. Mais moi, je prône quand même systématiquement, sous une forme ou sous une autre, une éthique de proximité. Voilà. Parce que sinon, on n'osera pas saisir les instances. Alors, quelle place pour la réflexion éthique dans le champ de la santé et comment déployer une culture de la réflexion éthique? C'est un petit peu les domaines que je veux, enfin les questions que je veux aborder avec vous. Je vérifie juste l'heure. Voilà. Alors, quelle place pour la réflexion éthique? Très rapidement, je voudrais simplement vous rappeler les grandes étapes clés de pourquoi on en est aujourd'hui à cette place aussi importante et d'où ça sort. Alors d'abord, on a une spécificité en France. Ça, c'est très intéressant quand on rencontre nos voisins européens et même à l'international. C'est que nous disposons d'un comité consultatif national d'éthique, le CCNE, créé par François Mitterrand il y a 40 ans. Nous avons fêté l'année dernière les 40 ans. C'est une spécificité française d'avoir été créée par un président de la République. Et souvent, nos voisins européens nous disent, quand même, on pense que les avis que vous rendez, ce ne sont que des avis, ce ne sont que des avis consultatifs. Mais comme Emmanuel Macron donc, le disait lors du discours des 40 ans, ce ne sont pas des avis comme les autres. Voilà, ce sont des avis d'un comité national qui a une aura quand même un petit peu particulière. Donc nous sommes 45, on va dire que nous sommes 35 actifs, et pour la première fois depuis 2011, il y a 6 représentants de la société civile qui ont intégré le CCNE, mais bien évidemment, ça faisait longtemps qu'on faisait déjà appel aux associations sous une forme ou sous une autre, et vous voyez ici les grandes missions du Comité national d'éthique. Alors, je vous en parle parce que vous pouvez vous sentir détaché d'une instance nationale, mais c'est parce que, notamment pendant la crise Covid, il y a eu un impact quand même majeur. Moi, je me rappelle tout le travail qu'on a fait. Alors, voilà, il fallait qu'on travaille assez vite parce que le cabinet d'Olivier Véran nous demandait sur la question du confinement en EHPAD, qui valait d'ailleurs aussi pour le champ du handicap, hein, de répondre sous 24 heures. Alors, la réflexion éthique sous 24 heures, c'est une gageure. Hein, donc, on a quand même mis une semaine. Mais il fallait finalement, dans ce contexte d'urgence, qu'on rappelle les principes éthiques fondamentaux.
Voilà. Mais c'est vrai que ça a fait l'objet de discussions. Donc, petit bond dans le temps, en 95, il y a eu le premier espace créé au niveau de l'APHP, qui a été une sorte voilà, de foyer d'expérimentation et qui a ensuite essaimé et donné lieu ensuite à des espaces régionaux de réflexion éthique comme les REB en Bretagne. Alors, en 2012, il y a un arrêté qui est venu préciser le rôle de ces espaces de réflexion éthique régionaux et interrégionaux. Je peux vous dire que depuis les dernières années, les liens se sont vraiment très étroitement resserrés entre le régional et le national, avec un regard tout à fait curieux sur la façon dont les espaces régionaux se rapprochent justement du terrain, les liens qu'ils font avec vous. C'est pour ça que c'est si important que les REP soient présents aujourd'hui. Alors, le déploiement de la réflexion éthique, juste cette diapo pour vous dire que dans le champ du vieillissement, on peut dire que ça a été un incubateur et que l'on retrouve aujourd'hui tous ces espaces et réflexions éthiques sous une forme ou sous une autre dans le champ du handicap aussi. Alors, au niveau des textes, donc, dans le champ de la santé, la loi Kouchner sur les droits des malades en 2002, vous voyez, 2002-2024, ça fait 22 ans, hein, mais on est toujours sur cette loi cadre fondatrice, insistait donc à l'époque, mais dans le champ sanitaire. Souvent, on dit que le champ sanitaire est un cran d'avance sur les textes du champ médico-social. C'est le cas sur l'éthique, en tout cas. Ça ne veut pas dire que vous ne réfléchissiez pas avant, mais ça veut dire que dans les textes, c'était quand même plus structuré dès le départ. Il y avait cette obligation de mener une réflexion éthique sur l'accueil et la prise en charge médicale, d'où les comités d'éthique au niveau des centres hospitaliers, des CHU. Dans le médico-social, il y a aussi cette loi du 2 janvier 2002, mais c'est un petit peu plus indirect. C'est-à-dire qu'on pouvait impulser une réflexion éthique, mais ça dépendait vraiment de chaque établissement et service, en se fondant sur ces grands principes et libertés fondamentales du respect de la dignité, des droits, de la démarche qualité. Et puis, il y avait déjà à l'époque la Haute Autorité en Santé et l'Agence nationale d'évaluation de la qualité sociale et médico-sociale, la NESM, qui a intégré l'HAS, des réflexions sur la bientraitance, donc, qui incluait aussi une réflexion éthique. Et puis, vous voyez, 2010, donc il y a 12 ans, donc la question ne date pas d'aujourd'hui, ce questionnement éthique dans les établissements et services sociaux et médico-sociaux. Je vous invite à aller relire cette recommandation pour voir un petit peu d'où on part. Et puis, il y a encore plein de choses qui sont complètement valables. Alors, on se rapproche de notre époque d'aujourd'hui. En 2019, les travaux d'une commission qui a été créée suite à la loi d'adaptation de la société au vieillissement, une commission permanente, commission nationale de lutte contre la maltraitance et de promotion de la bientraitance. Alors, comme souvent en droit et dans le fonctionnement des ministères, et là en l'occurrence c'était la ministre des Personnes âgées qui avait impulsé la dynamique, mais ensuite ils ont travaillé main dans la main avec la ministre dans le champ du handicap. Et vous voyez, moi je me rappelle très bien, pour y avoir participé, les propositions nombreuses qui ont été faites, dont la proposition 6, donc en 2019, l'obligation de mener au sein des établissements et services médico-sociaux, c'est la proposition qui a été faite, une réflexion sur l'éthique de l'accueil et de l'accompagnement. Donc c'était avant le référentiel HAS. Donc vous voyez comment les choses se construisent, et de développer à cette fin des espaces de réflexion éthique aux aidants et aux aidants familiaux et aux professionnels. Donc la place des usagers de leurs proches, mais aussi les spécificités vis-à-vis des managers étaient déjà citées. Donc vous voyez l'importance de réfléchir sur les pratiques d'encadrement. Donc éthique et management, c'est d'ailleurs, et organisation, c'est d'ailleurs le sujet qu'a choisi les REB pour un de ses colloques en septembre. C'est bien ça, tu nous diras ça tout à l'heure. Alors, le choc 2020-2021 et après de la crise sanitaire, avec très clairement des groupes de travail, avec des professionnels du champ, du champ principalement du grand âge, mais aussi de l'association du champ du handicap, mais c'était piloté par Brigitte Bourguignon, donc la ministre des Personnes âgées, qui a demandé à l'espace régional de réflexion éthique, piloté par Fabrice Euxil, de travailler en concertation. Donc un questionnaire a été envoyé à de très très nombreux professionnels, aidants et usagers pour dire mais qu'est-ce que vous attendez de cette réflexion éthique, à quoi ça vous serait utile, sur quoi on peut se fonder. Et donc, vous le verrez cet après-midi,
J'ai oublié ma petite charte, mais elle doit pas être loin. Voilà, elle est là. Elle est petite, elle est discrète, mais elle est précieuse. Donc, dans les groupes de travail, vous aurez cet outil. Parmi d'autres, mais c'est quand même un outil qui a été travaillé en concertation très large. Charte éthique et accompagnement du grand âge. Vous pouvez rajouter un petit trait et du champ du handicap parce que les deux sont tout à fait valables. Alors, en 2021, un rôle consolidé du Comité national d'éthique. Pourquoi je vous en parle? Parce que la loi prévoit que le comité va devoir animer, au lieu d'animer tous les 4 à 5 ans pour la révision de la loi bioéthique, tous les ans. Donc vous voyez que les choses se resserrent, des débats éthiques en lien avec les espaces de réflexion éthique. Donc là, dans la loi même, on voit bien que on demande à ce que chaque année, de façon donc régulière, permanente, les acteurs au niveau des territoires se mobilisent pour réfléchir tous ensemble. Et ce n'est pas anodin du tout, il y a l'entrée de la société civile, donc 6 membres nommés par des associations qui ne représentent pas une association, mais qui sont voilà, partie prenante, qui ne sont pas là pour défendre les intérêts d'une association particulière, mais des usagers de leurs proches, et qui ont ce fonctionnement qui a vraiment changé et a été un vrai plus dans le fonctionnement de nos travaux, dans la réflexion. Je pense notamment, on a rendu un avis 136 sur la question du consentement dans la relation de soins. Et Hubert Stéphan de l'espace de réflexion éthique y a participé donc, comme membre extérieur, ainsi qu'un élève infirmier. Donc c'était une première. Donc merci encore Hubert de cette mobilisation. Alors, autre outil, ce fameux référentiel d'évaluation de la qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux, qui pointe donc 2022 avec un document qui a été produit par l'HAS aussi début 2023. Je vous invite vraiment à aller le lire. C'est le document pour mesurer l'impact de la réflexion éthique dans les établissements. Mesurer l'impact de la réflexion éthique dans les établissements à destination des évaluateurs. Je dis souvent aux professionnels de terrain, allez lire ce document pour voir ce qu'ils attendent, les évaluateurs. Mais pour mesurer l'impact, il faut déjà mettre en place une réflexion éthique, bien évidemment. Alors, déployer une culture de la réflexion éthique en établissement. On parle souvent de culture de la réflexion éthique et voilà, je trouve que l'image est jolie. Et d'ailleurs, dans l'ouvrage que vous verrez apparaître tout à l'heure, c'est un ouvrage collectif. Alors, je vous en parle parce que vraiment, je vous en parle d'autant mieux que c'est vraiment un ouvrage qu'on a travaillé avec plein d'acteurs du terrain et de professionnels de tout type. C'est protéger les majeurs vulnérables, place à l'éthique, point d'exclamation, tout est dans le point d'exclamation. Que nous avons co-dirigé avec ma collègue de la faculté de droit de Rennes aux éditions de l'EHESP. Ça montre bien que finalement, alors je dis ça parce que sur la page il y a Hopper qui avec le jardinier, c'est que finalement, il faut du temps, il faut bien réfléchir à la façon dont on va le mettre en place. Il faut semer les graines avec l'image de la culture, et puis il faut attendre que ça germe. Et puis, il faut des tuteurs, il faut vraiment accompagner pour solidifier les choses. Et puis après, la réflexion éthique peut s'éclore. Donc, j'insiste vraiment sur l'aspect de proximité dans chacun de vos établissements. Donc, essayez de réfléchir à une forme, sous une forme ou sous une autre, peut-être la plus simple, ludique, accessible, formalisée, un peu plus formalisée à certains moments, mais en tout cas, introduire cette question du sens. Il faut être très pragmatique et puis il faut savoir voilà, peut-être aller chercher les bonnes ressources, et il y en a des ressources sur le territoire. Voilà, ne pas rester seul avec cette question, là encore. Sur les modalités d'une réflexion éthique de proximité, donc se poser, alors j'aurais pu mettre entre parenthèses les bonnes questions, d'abord se poser les questions. Est-ce qu'il y a des bonnes ou des mauvaises questions? Ça fait partie de la réflexion éthique de se dire, voilà, autour de la situation qu'on évoquait tout à l'heure, qui on va aller chercher pour avoir un avis? Est-ce qu'on reste qu'entre professionnels qu'entre médecins? Est-ce qu'on reste entre professionnels paramédicaux? Est-ce qu'on élargit? Qui on va chercher? Quelles ressources on va chercher? Et à quel moment on réfléchit? Bon, je vous ai déjà parlé de la souplesse, de plusieurs supports, donc je passe là-dessus.
Sur ces espaces de réflexion éthique intra ou inter-établissement, je vais passer assez vite sur ces diapos qui vous seront partagés, parce que je veux vraiment laisser le temps à Cécile de présenter. Mais finalement, vous voyez, ce sont ces questions-là qu'il faudra que vous vous posiez. Quel cadre on réfléchit, à quel cadre on réfléchit, quelle forme, quel statut, quels vont être, comment va être composée cette instance, ou est-ce qu'on, voilà, sous quelle forme ça va se faire? Est-ce qu'il y a des référents? Est-ce qu'on se réunit entre établissements? Est-ce qu'on fait du partage de réflexion? Là encore, quelle place on laisse à des usagers? Hier, une élève témoignait du comité d'éthique dans son établissement, où ils avaient fait venir des lycéens ou des étudiants de l'IFSI. Voilà. Et donc, il faut vraiment faire preuve de créativité. On peut aussi innover en termes d'éthique. Finalement, sur la question des risques, je pointerai la question le risque de l'éthique vitrine. C'est sans doute le premier risque auquel on songe. Voilà, on coche la case. Voilà, pour l'HAS, on a une charte éthique, ou en tout cas, on forme les professionnels. Mais voilà, concrètement, comment ça se développe? Réfléchir aux conditions de fonctionnement et réfléchir aux clés du succès. Je vais m'arrêter. Je vais pas m'arrêter là. Alors, non, c'est pas ça. Je vais juste vous montrer pour conclure. Voilà. Pour conclure, je cite régulièrement le conseiller d'État Denis Piveteau, que vous connaissez, parce qu'il a beaucoup travaillé dans le champ du handicap. J'aime bien son image de cerise sur le gâteau. Dans la réflexion menée sur la bientraitance, l'éthique, ce n'est pas sur la cerise sur le gâteau, c'est le gâteau lui-même. Je pense qu'on en est là, c'est-à-dire cette inclusion. On parle beaucoup d'inclusion dans le champ du handicap, l'inclusion de la réflexion éthique à l'intérieur. Donc là, c'est l'ouvrage dont je vous parlais. Et voilà, je finis là-dessus parce que avec vous vous rappelez les premières vignettes, c'est une représentation de Sampé que j'utilise depuis des années. En fait, je l'adore, cette photo, et je trouve qu'elle est, elle est toute simple, mais essayez de regarder ce qui se passe ailleurs, de prendre un peu de hauteur. Et puis, c'est une invitation à discuter, parce qu'il y a au moins 2 tasses sur la petite table. Voilà, je vous remercie. Non. Bonjour à toutes et tous, j'espère que vous m'entendez bien. Je tenais Il faut que je me rapproche du micro, voilà. J'avais l'impression qu'on ne m'entendait pas très bien. Ok. Donc je vais essayer de parler comme ça, et si à un moment je me recule, n'hésitez pas à me le dire. Et je pense qu'il faut qu'on enlève ça, parce que ça fait sonner. Donc, je tenais à remercier l'ensemble des organisateurs pour cette invitation. Comme je le disais tout à l'heure en aparté, c'est une vraie chance pour nous, travaillant à la Haute Autorité de Santé, de pouvoir se déplacer et de venir vous rencontrer. Et puis de pouvoir, je l'espère, après cette présentation, échanger avec vous. Alors aujourd'hui, ma tâche est doublement lourde. D'une part, le fait de devoir passer après Karine Lefebvre, donc j'ai une forme de petite pression, je vous avoue. Et puis elle m'en a rajouté une seconde, celle de me donner la tâche de devoir incarner et la Haute Autorité de Santé et le référentiel d'évaluation des établissements sociaux et médico-sociaux. Donc j'en appelle à votre bienveillance pour moi aujourd'hui, puisque je me sens un petit peu sous pression. Alors je vais... Hop. Donc aujourd'hui, je vais essayer de vous présenter brièvement en fait un certain nombre de travaux où le questionnement éthique prend une place importante au niveau de la Haute Autorité de Santé, puisque comme le disait tout à l'heure Karine, depuis quelques années, la Haute Autorité de Santé a permis de rejoindre tant le champ sanitaire que social que médico-social. Et effectivement, le questionnement éthique traverse un grand nombre de nos travaux. Alors, on m'a demandé d'axer principalement ma présentation autour du référentiel d'évaluation des établissements sociaux et médico-sociaux. Je crois qu'effectivement, c'est un peu un sujet pour beaucoup d'entre vous en ce moment.
Et dire que, bien effectivement, l'éthique est présente est assez présente dans ce référentiel, parce que, comme le disait tout à l'heure Karine, le questionnement éthique dans les établissements sociaux et médico-sociaux, ce n'est pas une nouveauté, hein, c'est quelque chose qui est déjà inscrit et qui est déjà travaillé pour la plupart des établissements et services. Simplement dire effectivement que ces questions, elles peuvent être soulevées par les professionnels, mais ne pas oublier que ces questions, elles peuvent être également soulevées par les personnes directement accompagnées, leur entourage, et que là, il est noté et qu'elles doivent se travailler en équipe pluriprofessionnelle, mais j'aurais envie de dire en équipe plurielle, parce que le questionnement éthique, ça n'appartient pas qu'aux professionnels, ça appartient bien à l'ensemble des protagonistes ou des acteurs ou des parties prenantes qui vivent et qui interagissent dans un établissement ou un service. Ce qui est important aussi, c'est de toujours s'interroger sur des situations concrètes et qui peuvent interroger les valeurs et les principes d'intervention dans l'établissement ou dans le service. Alors, une brève présentation du dispositif d'évaluation élaboré par la Haute Autorité de Santé. Alors, j'imagine que voilà, c'est pas quelque chose que vous découvrez aujourd'hui, donc je vais aller assez vite. Simplement vous dire que sa finalité, c'est de tendre à apporter une réponse pertinente et adaptée aux attentes d'abord et avant tout des personnes, afin qu'ils puissent connaître et mesurer le niveau de qualité d'un établissement, des professionnels comme un outil de management interne et d'amélioration des pratiques, mais également des autorités dans le cadre des échanges qu'elles conduisent avec les établissements et services de leur territoire. Alors, ce dispositif d'évaluation, il a un certain nombre d'enjeux et d'orientations qui est de permettre à la personne d'être actrice de son parcours, de renforcer la dynamique de qualité dans les établissements sociaux et médico-sociaux et de promouvoir une démarche porteuse de sens. Et c'est un terme que j'avais noté tout à l'heure pendant la présentation de Karine, pour les ESSMS, pour les professionnels, mais d'abord et avant tout pour les personnes qui y sont accompagnées. Il y a dans ce référentiel également un certain nombre de valeurs et d'objectifs, celui de renforcer le pouvoir d'agir des personnes, de respecter d'abord et avant tout leurs droits fondamentaux, et également d'impulser une réflexion éthique des professionnels. Alors, pour vous accompagner, il y a donc un certain nombre d'outils qui sont accessibles sur le site de la Haute Autorité de Santé. Et comme c'est pas toujours facile de naviguer sur un site, si jamais vous avez des questions, j'essaierai d'y répondre. Alors, pour revenir plus spécifiquement aux critères concernant l'éthique dans le référentiel, en sachant que cette question-là, elle traverse l'ensemble du référentiel, mais on a un certain nombre de critères qui sont spécifiquement fléchés en direction de l'éthique. Il y en a au total 5 dans l'ensemble du référentiel. 4 qui sont dans le cadre du chapitre relatif aux professionnels. Alors je m'arrête juste 30 secondes pour ceux qui ne le sauraient pas. En fait, dans ce référentiel, il y a 3 chapitres à l'intérieur duquel il y a différentes thématiques qui sont ensuite déclinées en objectifs pour être ensuite déclinées en critères d'évaluation. Donc quand je dis qu'il y a 5 critères, c'est bien à ce niveau-là que ça se situe. Donc 4 dans le chapitre relatif aux professionnels et un chapitre relatif aux établissements et services sociaux et médico-sociaux. Alors, ces 5 critères, il y en a 3 qui sont évalués auprès des professionnels et 2 qui sont évalués auprès de la gouvernance. Alors, je ne vais pas relire les titres puisque c'est de ces 5 critères, puisque c'est ce que je vais présenter juste après. Vous dire également qu'au sujet de ces 5 critères, ce sont pour l'ensemble des critères dits standards, et que ce qui est important et ce qui montre bien que cette question de l'éthique, elle traverse l'ensemble du référentiel, c'est qu'en termes de champ d'application, ce sont des critères qui concernent l'ensemble des services et établissements et qui concernent l'ensemble des publics. Dans ce référentiel sont présentés 3 types de méthodes d'évaluation. Ici, vous en avez 2. Celle du traceur ciblé et qui concerne en fait un travail qui est effectué par les évaluateurs avec les professionnels sous forme d'entretien individuel ou collectif ou d'entretien avec la gouvernance.
Et puis une autre méthode qui est appelée la méthode de l'audit système et qui là permet en fait d'avoir une vision globale de la manière dont les accompagnements sont organisés et dispensés dans l'établissement. Alors, si je reviens sur ces 5 critères, et pardon pour la présentation, mais en fait, je l'ai réfléchi en me disant, après, je vous la donnerai, parce que c'est peut-être pas tout à fait lisible pour vous, encore que l'écran est relativement grand, donc ça devrait aller. Alors, ne vous inquiétez pas, je ne vais pas tout vous lire non plus, parce que sinon, je devrais vous garder jusqu'à midi, donc je vais aller assez rapidement, mais revenir sur ces 5 critères, pardon, et le premier qui vise à identifier si en équipe, les professionnels ont la possibilité de traiter de ces questions éthiques au sujet des personnes qu'ils accompagnent. Et donc, j'ai décliné ces critères en termes d'attendu du référentiel. Donc ça, c'est des éléments que vous allez retrouver directement dans le référentiel. Et pour chaque critère, vous verrez, je vous ai donné un exemple de questions que vous pourriez avoir de la part des évaluateurs et les éléments de preuve que pourrait vous demander un évaluateur pour attester effectivement de la validité de ce critère. Donc sur ce premier critère, les attendus du référentiel sont relativement simples, hein, puisque c'est de vérifier qu'il y a bien des lieux d'échange, mais qui sont institutionnalisés, c'est-à-dire qui ont été... alors ça ne veut pas dire forcément une lourde machine, hein, je rejoins tout à fait ce qui était dit tout à l'heure. Quand je dis institutionnalisé, ça veut dire que l'ensemble de l'établissement a mis en place une démarche, l'a formalisée, afin de permettre aux professionnels de s'interroger et de poser un certain nombre de questions lorsqu'ils rencontrent des interrogations quant à l'accompagnement qu'ils dispensent. Donc au niveau des questions, vous voyez, c'est des questions relativement simples et puis c'est qui permettent à l'évaluateur réellement de comprendre comment les choses se passent dans l'établissement et comment elles arrivent à permettre aux professionnels d'avancer dans leur accompagnement. Le deuxième critère, il est pour moi, à titre personnel, dans le cadre de mon activité professionnelle, très important. C'est celui de savoir comment les personnes et son entourage sont associés au questionnement éthique. C'est ce qui a été très bien dit lors de votre retour au niveau de la Cénette et dans ce qu'expliquait Karine. Et c'est ce que je disais tout à l'heure. Le questionnement éthique, il n'appartient pas qu'aux professionnels. Ça doit vraiment être une approche plurielle et qui permet non seulement aux personnes aussi de pouvoir s'interroger. Alors je m'excuse, j'ai pas eu le temps de regarder, mais si ça existe en région Bretagne, mais je sais que dans certains établissements, il existe même des comités d'éthique à destination uniquement des personnes accompagnées. C'est-à-dire que c'est les personnes accompagnées qui elles-mêmes s'interrogent dans le cadre de leur établissement sur les conditions de leur existence, qui leur paraît suffisamment pour pouvoir vivre une bonne vie dans les établissements dans lesquels ils sont. Et puis aussi un élément qui est important dans ces attendus, c'est le fait de restituer à la personne et à son entourage, le cas échéant, les orientations suite à l'analyse de la situation. C'est quelque chose aussi, je pense, qui nous rejoint avec Karine. Moi, je suis quelqu'un de très concret et j'adhère à tous les grands principes, mais je suis aussi très soucieuse du et comment et après. Et si j'ai un tout petit peu de temps, je vous parlerai très rapidement du programme sur lequel je travaille. Un critère également très important relatif à la question de la sensibilisation et de la formation au questionnement éthique dans les établissements et services. Là encore, il y a quelque chose d'important dans cet attendu, c'est de bien prendre en considération que l'ensemble des professionnels devraient être sensibilisés et formés à ces questions-là. Là encore, le questionnement éthique, non seulement ça n'appartient pas qu'aux professionnels, mais ça n'appartient pas qu'à une catégorie ou à quelques catégories de professionnels, puisque si on est bien dans une approche plurielle, c'est tout aussi intéressant d'avoir, lorsqu'on est dans un questionnement éthique, l'avis des professionnels qui sont très concrètement dans le quotidien des personnes, que son médecin, que son infirmière, que son psychiatre. Donc
Donc ça aussi, ce sont des éléments qui sont très importants. Cet avant-dernier critère est un critère également très important, c'est de savoir comment l'établissement travaille cette question de l'éthique au sein de son territoire. Tout à l'heure, ça a été dit, les établissements parfois se sentent pas forcément en capacité d'organiser en leur propre sein un comité d'éthique au sens stricto sensus, et du coup, d'où l'intérêt de regarder comment il est possible de s'associer avec d'autres établissements, avec d'autres services, comment il est possible aussi d'interagir avec les instances qui existent dans vos territoires, dont notamment l'espace régional d'éthique de Bretagne. Enfin, le dernier critère, c'est au niveau, là, cette fois-ci, de la gouvernance et de l'ensemble de l'établissement, c'est de savoir comment l'établissement organise des espaces de discussion et de partage pour les professionnels et des temps de soutien psychologique ou éthique, puisque il est extrêmement, comme je le disais tout à l'heure, quelle que soit finalement la forme, ce qui est important, c'est que ce soit formalisé. Et que les professionnels sachent à qui ils peuvent s'adresser, à quel moment et comment ça va s'organiser pour eux si à un moment ils sont en but à une question pour laquelle ils ont besoin d'en échanger. Alors, j'avais prévu de mettre le chronomètre, j'ai bien évidemment oublié de le faire et j'ai pas la moindre idée du... Je suis très bien, voilà, bon, bah, c'est parfait. Super. Donc, j'en termine par là sur cette partie au niveau du référentiel en vous donnant quelques ressources. Simplement un premier rappel au niveau du contexte réglementaire principal. Et puis, là encore, dans l'idée que j'allais pouvoir, mais je pense que ce sera le cas, hein, pouvoir vous transmettre le diaporama. Oui. Je vous ai mis également quelques ressources en ligne. Il a été présenté tout à l'heure et là encore, on est vraiment toujours d'accord. C'est vraiment chouette parce que je rejoins aussi parfaitement ce que disait Karine tout à l'heure sur cette publication. Alors, je suis d'accord, elle date de 2010, mais bon, est-ce qu'on est forcément obligé d'être toujours dans la nouveauté? Ça, j'en suis pas sûre non plus. Et vraiment, ce travail qui avait été réalisé à l'époque par l'ANESM, qui a donc été intégré aujourd'hui à la Haute Autorité de Santé sur le questionnement éthique dans les établissements et services sociaux et médico-sociaux. Alors, je peux d'autant plus le dire que je n'y ai pas participé, mais il est vraiment très bien. Il présente vraiment les choses de manière très précise. Il aborde les différents éléments de manière très concrète. Et je vous invite vraiment à le relire. Alors, on a encore pas mal de publications papier à la Haute Autorité de Santé, mais celui-là, c'est bien la preuve qu'il est bien parce qu'il a été victime de son succès. Et malheureusement, je n'ai pas pu en apporter avec moi aujourd'hui, mais donc il est librement accessible en ligne. Je vous invite aussi, bien évidemment, à consulter le site de l'espace éthique de votre région, mais des autres, également des autres régions, puisque selon les régions, certaines thématiques peuvent être travaillées plus précisément une année ou l'autre. Et puis, je vous ai mis également l'accès à différentes chartes, dont notamment la charte éthique et accompagnement du grand âge. Est-ce qu'il me reste combien de temps il me reste? 5 minutes? Ok. Alors, j'en terminerai pour vous présenter un autre aspect en fait du questionnement, comment on travaille le questionnement éthique à la Haute Autorité de Santé, au sujet d'un programme que j'ai le grand plaisir de piloter pour la direction relative aux établissements sociaux et médico-sociaux. C'est un programme pluriannuel de travail relatif au recueil du point de vue des personnes. Alors, quand je parle du point de vue des personnes, ça concerne en fait leur satisfaction et leur expérience vécue au sein des établissements sociaux et médico-sociaux. Et quand je disais tout à l'heure que j'ai une approche souvent... ça s'est éteint. Une approche assez concrète des choses, ce programme, il part vraiment, vraiment de ça. Si aujourd'hui, effectivement, et ça c'est vraiment très heureux, tout le monde est absolument convaincu que les personnes accompagnées, je vais recommencer, que l'accompagnement des personnes doit d'abord et avant tout se faire sur la base
de leurs besoins, de leurs attentes, de leurs aspirations, et que cet accompagnement, il doit évoluer en fonction de l'avis que les personnes ont de l'accompagnement qu'on leur donne, reste la question du comment. Parce que ce n'est pas toujours simple, au regard des différents publics concernés par le secteur social et médico-social, ce n'est pas toujours simple de demander l'avis, le point de vue d'une personne âgée qui vit en EHPAD et qui peut avoir des troubles cognitifs. Ce n'est pas toujours simple de demander l'avis ou le point de vue d'un enfant qui est placé en établissement. Enfin voilà, je ne vais pas vous donner un certain nombre, tous les exemples. Et donc, partant de ce constat, on a créé un programme qui est constitué de trois principales composantes. Un groupe de travail à visée scientifique qui vient à peine de démarrer et qui est passionnant et qui a pour objectif en fait de décliner les concepts, les méthodes et les principes éthiques et déontologiques relatifs au recueil de l'expérience et de la satisfaction des personnes dans le secteur social et médico-social. Ensuite seront créés des groupes de travail beaucoup plus opérationnels où on élaborera des fiches, des guides, des supports pour essayer de soutenir les professionnels dans leur démarche en ayant là encore une approche très concrète de comment je fais quand je dois recueillir l'expérience d'un enfant placé en foyer, comment je fais quand je dois recueillir l'expérience et la satisfaction des résidents en EHPAD, sachant que depuis l'année dernière, je ne sais pas s'il y a des personnes qui travaillent en EHPAD dans l'entourage, mais dans la salle, pardon. Mais depuis l'année dernière, les EHPAD ont cette nouvelle obligation de conduire des enquêtes de satisfaction. Et là où je suis aussi, où on est également très satisfait, c'est qu'il y aura une troisième composante constituée d'une communauté de pratique, afin qu'on puisse avoir des retours en fait des différentes productions qui pourront être faites, qu'on puisse les amender, qu'on puisse travailler de nouvelles thématiques. Alors, pourquoi je vous parle de cette question, de ce programme, au-delà du fait que je suis très contente de pouvoir animer ce programme, c'est que, comme je le disais, c'est un groupe de travail qui a plusieurs missions, dont l'élaboration de principes éthiques et déontologiques relatifs au sujet. Et vous allez me dire peut-être pourquoi on a donné ces missions à ce groupe de travail. Il nous a semblé effectivement important d'avoir une approche par rapport à ces questions-là, parce qu'au-delà d'un cadre juridique clair, et qui est déjà très clair et qui dit que toute personne accompagnée reste d'abord et avant tout un sujet de droit, et qu'en tant que sujet de droit, elle a le droit de donner un avis sur l'accompagnement qui lui est dispensé. Au-delà de ce cadre juridique-là, il nous semblait important aussi d'amener ces interrogations et qui sont très concrètes dans les établissements, c'est-à-dire qui recueille quoi et pour quel usage. Même au départ, je vais vous dire, j'avais écrit qui recueille quoi et pourquoi. Parce que, et ça fait partie des grandes évolutions qu'il y a pu avoir dans l'amélioration de la qualité, on tend de plus en plus à fournir un accompagnement personnalisé qui va à un certain moment interroger en fait l'histoire de vie des personnes afin de pouvoir justement lui proposer un accompagnement au plus près de son histoire, au plus près de ses aspirations. Et sans forcément, bien évidemment, que j'ai une réponse aujourd'hui, je vous inviterai peut-être aussi à réfléchir à où, à certains moments, la limite se situe entre interroger l'histoire de vie des personnes, les interroger sur leur expérience dans le cadre de l'accompagnement que vous leur proposez, que vous leur dispensez, et les limites strictes de leur intimité, parce que là, bien évidemment, bien qu'elles soient accompagnées, ces limites strictes de leur intimité sont toujours opérantes, je me répète, en tant que sujet de droit à part entière. Donc voilà, ça fait partie des questionnements qu'on aura à travailler. Et simplement vous dire qu'en amont du programme, comme je le disais tout à l'heure, du fait que les EHPAD ont cette nouvelle obligation d'enquête de satisfaction, on a publié un certain nombre de documents. Quand vous aurez le diaporama, il suffira de cliquer sur l'image et si vous êtes intéressé, vous pourrez accéder directement.
Et je crois que j'en ai terminé et je vous remercie beaucoup. C'est bon. Merci beaucoup, Cécile. Bon, donc on a dit avec des mots différents et tu as été plus loin, mais je trouve que ça s'articulait bien. Je voudrais juste rebondir et puis on sera très intéressé par vos questionnements en bas et en haut, parce que je vois qu'il y a aussi du monde tout là-haut. Tu as parlé à un moment dans le référentiel des espaces de parole, d'expression. Ça me fait penser à un échange que j'ai eu il y a très peu de temps avec la responsable qualité, pour pas la citer, du groupe Vivre en Bretagne. Et ils expliquaient qu'ils avaient fait sur les questions de bientraitance, d'éthique, d'expression, un large questionnaire à la fois auprès des professionnels, des usagers et des familles. Donc vraiment 3 questionnaires. Et donc, ils ont eu, je ne sais plus, 250 retours à peu près. Et ce qui les a marqués, alors la question c'était finalement si vous aviez 3 termes pour définir ces questions de bientraitance, d'éthique, quels seraient les 3 critères? Ils ont été extrêmement surpris de voir que finalement ça convergeait. C'est-à-dire que les 3 publics disaient la même chose, enfin, étaient en attente des mêmes besoins, ce qui est tout à fait intéressant par rapport à l'application de ce référentiel. C'était l'écoute, ça ne va pas vous surprendre, mais voilà, ça revient en premier. La bienveillance et le respect. Alors le respect, ça ne m'a pas surpris non plus, c'est le premier mot sans doute qui vient à l'esprit. Mais écoute, bienveillance, respect, écoute en premier. Donc c'est très marquant. Et surtout, donc le fait que ça vienne en premier, et puis que ça soit partagé entre les 3 protagonistes. Et sur l'expression et l'accompagnement, je pense que vous aurez l'occasion dans ce groupe de travail à visée scientifique d'en parler. Moi, je suis assez frappée par le réflexe des représentants d'usagers ou de familles qui font partie de comités d'éthique. Ils commencent toujours par dire, vous savez, moi, je me fais tout petit, je suis juste là, je ne sais pas si si je suis à ma place, si je suis légitime ou pas. Voilà, donc peut-être que le premier travail, mais vous êtes habitué à côtoyer et accompagner ces personnes vulnérables, c'est de les restaurer, quelque part, hein, de les consolider dans leur place. Donc la parole est à vous, puisqu'on parle de parole et d'expression. Donc, qui souhaite réagir, interpeller, vous êtes d'accord, vous n'êtes pas d'accord, faire part de vos expériences en appuyant sur le petit bouton du micro. Qui se lance? Je vais me lancer, Christophe de l'IME des Agences d'Or. Juste, on parlait de se poser les questions, les bonnes questions, quelles questions? La remise en question. Tout au début de la petite séance de théâtre qu'on a eu au début, c'est vrai qu'on dit, le chef de service, à un moment, dit wow, la semaine prochaine, on reverra la question. La remise en question, se remettre en question. Et c'est vrai que ça, c'est très complexe, en fait, comme notion. Et je voulais parler aussi de l'éthique, c'est élastique, c'est politique aussi. Très politique dans le sens de police, cité, de tous. Souvent on dit ça concerne l'établissement, mais en fait ça concerne tout le monde. Voilà juste ce petit début de... Complètement d'accord avec vous sur l'éthique et politique. Et ça, ça a pris de plus en plus d'ampleur. Je ne l'ai pas dit, mais je le pense. Voilà, ça fait partie des évidences, complètement d'accord. Tu veux réagir peut-être? Ouais. Donc la remise en question, c'est ce qui est très marquant mais pour ceux qui font partie déjà d'espaces qui vivent cette réflexion éthique ou qui ont assisté à des réunions de ce type, c'est très intéressant de voir que on est amené soi-même. En fait, c'est un travail d'humilité. Hein, on est amené soi-même à évoluer dans nos prises de position. Et ça, je trouve que c'est drôlement intéressant. Voilà. C'est une remarque qu'on se fait très régulièrement au comité national. On peut arriver avec des a priori, des expériences, etc. Et en fait, le fait d'échanger à plusieurs, d'écouter les principaux intéressés, leurs proches, d'écouter des différents spécialistes ou de savoir expérientiel, amène à évoluer sur sa position. Voilà. D'où la prise de hauteur, d'où les petites images ou démêler les écheveaux. Autre remarque, question? Si je peux me permettre, même dans votre expérience pratique au quotidien, je pense que c'est le cas de Karine aussi, moi ça m'intéresse aussi de savoir comment ces questions-là, elles sont travaillées dans vos établissements, parce que c'est aussi pas toujours simple.
de notre place, c'est finalement plus facile. De la vôtre, c'est parfois plus compliqué parce que vous devez agir et que au-delà de la réflexion, au-delà du questionnement, dans le quotidien, vous devez agir. Donc, c'est pas toujours simple. Donc, en tout cas, moi, à titre personnel, ça m'intéresse. Oui. Bonjour, Perrine Aubonne-Savine, je suis directrice d'une association. Vous disiez les personnes accompagnées ou les proches viennent un peu sur le bout des pieds ou des doigts participer aux travaux. Et je trouve que nos collègues aussi, parfois, sont un peu frileux. Et je pense qu'au quotidien, ils ont des questions éthiques à traiter. Oui. Et je pense qu'ils font de l'éthique un peu sans le savoir, un peu comme M. Jourdain peut-être. Et c'est peut-être cette... moi, je sais qu'Ascoria est là. Moi, ça m'intéresserait de savoir aujourd'hui, dans les écoles de travail social, comment c'est travailler ces questions-là. Moi, je suis travailleuse sociale de formation. Pour moi, c'est presque la base de l'engagement dans le travail. C'est-à-dire que la question éthique, c'est la première question qu'on se pose. Et l'expression, c'est pas la cerise sur le gâteau, c'est le gâteau lui-même. Moi, je trouve ça excellent, quoi. Et je me dis, nos collègues, quand même, sont souvent un peu frileux. Alors, je sais pas si c'est de la formation, si c'est pris dans le quotidien, parce que le quotidien est quand même, assez lourd. Mais c'est une question qu'on se pose alors qu'on est en pleine auto-évaluation. C'est vraiment une question vraiment fondamentale. Oui, tout à fait. Et je souris parce que donc, je vous parlais de ce groupe de travail à visée scientifique là, qu'on a lancé il y a quelques mois. Alors, une des grandes satisfactions, c'est qu'on a une répartition en fait, entre des chercheurs, des professionnels et des personnes accompagnées qui est quasi idéale. Et souvent, mes collègues craignent que les personnes dites accompagnées, quand elles participent à nos travaux, ne se sentent pas forcément à leur place ou hésitent à parler ce qui peut arriver. Et je leur dis souvent, mais ne croyez pas que les professionnels sont forcément plus à l'aise parce que c'est aussi, d'ailleurs, à la fin de ce premier groupe de travail, moi j'aime bien en fin de journée leur demander de me dire un fait marquant dans la journée, on fait un tour de table et tout ça. Et la plupart me disaient qu'ils avaient été très surpris en intégrant ce groupe parce qu'ils s'attendaient, alors je les cite, à voir que des hommes en cravate d'un certain âge. Et c'était pas du tout en fait la représentation de ce groupe-là. Donc oui, je pense que c'est pour ça qu'il faut pas forcément systématiquement essentialiser ces questions. Éthique, c'est un mot qui peut faire un peu peur. Pour autant, comme je le disais tout à l'heure, ça doit aussi servir à vous permettre d'agir et d'agir en plus grande confiance dans le quotidien avec les personnes. D'où l'importance d'être inventif, innovant, de faire des cafés éthiques, de faire des vignettes, des petites scénettes. Je l'ai entendu hier, il n'y a pas que ici avec la belle boîte, au sein même des expériences citées, j'ai encore en tête les propos de l'élève directrice hier, avec cette expérience dans un établissement où elle avait fait un stage. Elle disait, on s'est donné comme challenge pour faire vivre cette réflexion éthique d'inventer des formes un petit peu avec de l'humour, avec des choses de parler de sujets très sérieux à chaque fois et de renouveler, de faire des mini-interviews, de faire des scénettes comme je disais tout à l'heure. Sur la question de formation, alors je sais que peu à peu, heureusement, on arrive à augmenter, à accroître les enseignements auprès des professionnels. Je sais qu'il y a des cours en IFSI, je sais qu'il y a des cours dans la formation des aides-soignantes. Alors c'est vrai que le travail social, alors, pour le coup, il y a des représentants d'Ascoria ici qui pourront peut-être témoigner. Moi, je peux vous témoigner qu'à l'EHESP, depuis quelques années, la formation sur l'éthique est montée en puissance sous différentes formes. Alors, la plupart des filières donc, de directeurs, les directeurs d'hôpitaux, les directeurs des établissements médico-sociaux, les élèves inspecteurs aussi, ont des formations maintenant sur l'éthique à partir de situations très concrètes.
en 2024, il y a une nouvelle unité d'enseignement pour les directeurs d'hôpitaux, les élèves directeurs d'hôpitaux, qui passe de 8h à 21h. Donc vous voyez, c'est un bond, et c'est pas anodin du tout, parce que dans leur référentiel de formation, il y a plein d'autres enseignements. Donc, les collègues qui sont venus me dire, ah oui, tu es quand même passé de 8h à 21h, donc c'est pas rien. Voilà. Donc, et ça, c'est partout. Et puis ensuite, c'est vraiment les amener à réfléchir. Sur le... Alors, je ne sais pas si le terme de peur est peut-être trop fort, mais peut-être le pas en arrière que les professionnels de la santé ou du social ont souvent d'ailleurs par rapport au droit. Je suis habituée depuis une vingtaine d'années. Et ben c'est un petit peu la même chose pour l'éthique. De se dire, bon, c'est comme le groupe à visée scientifique. Ouh là là, moi, c'est compliqué. Déjà, tout de suite, il y a cette espèce de nébuleuse, ça va être compliqué, c'est pas pour moi, je n'ose pas, etc. Donc, le challenge, c'est que ça soit accessible, c'est que ça soit simple, c'est que ça me parle. Comme disait cette infirmière, elle dit, l'éthique, c'est élastique. Moi, il faut que ça me parle. Voilà, il faut que ça nous parle. Et finalement, le défi sera gagné quand on arrivera au réflexe de se dire, ah bah tiens, je vais... Hier, j'ai bien aimé l'expression de cet élève qui disait, bon ben, on a quand même bien avancé puisqu'on est interpellé à la cafette. Voilà, j'ai bien aimé son expression. Quand on arrive, voilà, quand il y a des petits signes comme ça qui montrent qu'il y a un vrai progrès, une acculturation qui est faite. Voilà. Et que ce n'est pas uniquement les instances tout en haut, ou même au niveau régional d'ailleurs. Donc c'est aussi une invitation, mais ça sera redit, à participer. Vous êtes des acteurs aussi. On vous demande de réfléchir au sein de vos structures et établissements ou services, mais participez, impliquez-vous aussi dans ces instances à différents niveaux, mais aussi dans de ce type de groupe de travail. Parce que je pense que c'est aussi une forme d'appel à peut-être des témoignages, à venir nourrir ces groupes. C'est pas parisiano-centré. Alors surtout pas, parce que pour tout vous dire, je ne suis pas du tout parisienne, j'habite en Bourgogne-Franche-Comté et je suis très contente d'habiter en Bourgogne-Franche-Comté. Et effectivement, j'en profite pour vous dire, parce que ça se sait peut-être pas forcément, mais tous nos groupes de travail, dans tous nos groupes de travail, donc c'est sous forme d'appel à candidature. Alors bon, il faut aller sur le site de la Haute Autorité de Santé, mais dans tous nos groupes de travail, dans le secteur social et médico-social, on tend à avoir effectivement cet équilibre entre le monde de la recherche, le monde professionnel et le monde de l'expérience vécue des personnes. Donc oui, et c'est parfois pas toujours simple d'arriver à avoir un bon équilibre en fait. Alors, je crois qu'il y avait une demande d'intervention devant. Ouais, moi je vous remercie pour vos interventions. Alors c'est vrai que sur la question qui nous réunit aujourd'hui sur l'éthique. Est-ce que vous pouvez vous présenter ? Oui, pardon, Charles Cullard, directeur de la Maison des enfants au pays à Poligny, un institut médico-éducatif. Par rapport à la question qui nous réunit, moi il y a un terme en tout cas qui me semble ne pas avoir été mentionné ce matin, qui est la question de l'acte. Parce qu'au fond, moi j'aimerais vous poser des questions sur votre vision de cette montée de la question éthique, parce qu'il n'y avait pas rien avant. C'est une question vieille, l'éthique. Vous citiez Aristote, donc qu'est-ce qu'il y avait avant ? Il y avait la philosophie, il y avait la question des valeurs, il y avait la question de la morale. Moi, je me demandais comment vous pensez aujourd'hui cette montée de la question éthique. À quelle place vient-elle ou qu'est-ce qu'elle est en train de remplacer ? Comment est-ce qu'on peut lire cette question ? En préparant cette journée, moi, ce que je me disais, c'est que, et je trouvais que c'était fort, notamment en relisant la charte éthique, suite à ce qui s'est passé avec le Covid, notamment. Et je me disais, il y a quand même un point peut-être à attraper sur la question éthique, c'est on a une promesse libérale d'individuation toujours plus forte d'un point de vue du droit, toujours plus respecter l'individuation, la personnalisation, la singularité. Mais qu'en est-il de la question du collectif, de ce qui fait société ? Et moi, je crois que ce qui fait point d'impasse aujourd'hui, et peut-être qui fait que ça se problématise sous la question là, de ces comités d'éthique, c'est qu'on n'a plus ces grands repères de savoir qu'est-ce qu'on veut pour la société et qu'est-ce qu'on veut pour l'individu. Comment ça se rencontre ? Et moi j'ai l'impression que
ce qui serait intéressant peut-être de partager là dans la discussion, c'est comment ça s'actualise ça dans notre quotidien, dans notre travail, avec les enfants, les personnes âgées qu'on accompagne, comment on travaille ce point de rencontre entre l'individu et le collectif. Je pensais aussi enfin c'est la remarque que je faisais à mon collègue à côté, à la question du temps, que vous avez esquissé, mais sur la question de comment opérationnaliser les choses dans nos organismes. On entend aussi que tout ce qui va vers l'arbitraire, tout ce qui suspend la question éthique, souvent est pris dans l'urgence, ce qui a pu conduire au pire. Donc comment est-ce qu'on retrouve du temps dans nos organisations? Comment le droit peut le consacrer? Je dis ça parce que par rapport à votre référentiel sur la HAS, donc vous dites, vous faisiez la remarque, il ne faut pas que ce soit de l'éthique de vitrine. Bon, et vous parlez de la question des preuves. Qu'est-ce qui prouve qu'il y a une réflexion éthique dans un établissement? Donc effectivement, ça peut nous conduire à construire tout un tas de comités. Et les comités, on peut en faire, hein. Ça pose pas de problème. Mais je reviens sur ce que disait Perrine, je crois que c'est au fondement en fait, de l'action sociale, la question éthique. Donc la question, c'est aussi qui se préoccupe de savoir qu'est-ce qu'on dit dans nos réunions de fonctionnement, nos réunions cliniques, nos réunions quotidiennes, et non pas des réunions dites de comité d'éthique. Parce que c'est là que ça se joue, quand on parlait d'éthique de proximité. C'est pas dans la grand-messe, enfin je crois, hein, peut-être d'autres pourront en témoigner, c'est pas dans la grande-messe ou au niveau national, et j'entends bien que sur la question du vivant, il y a cette nécessité hein, de faire venir les personnes, faire venir des experts, la société civile, ça je l'entends. Mais au quotidien, ça se joue sur l'heure de temps de réunion en équipe qu'on a pour discuter de ce qui est en jeu. Alors, on ne va pas créer, ou très, très exceptionnellement, vraiment qu'on est dans une impasse peut-être très très forte, on ne va pas créer de comité. Ça s'actualise au quotidien. Donc, voilà, je pensais à ça. Je pensais à un dernier point, c'est qu'advient-il des bibliothèques dans les établissements? Je porte ce sujet très personnellement. Il y avait une tradition d'avoir des bibliothèques. On pouvait retrouver, par exemple, des témoignages des personnes. Je pense à nous, on se préoccupe des personnes autistes, donc on a une bibliothèque avec des témoignages de parents, de personnes directement concernées. Enfin, voilà, et je me disais, est-ce que c'était des choses qui étaient imaginées dans le cadre de ces preuves de la réflexion éthique pour qu'il y ait aussi, enfin, il y a des ressources. Voilà. Bon, je m'arrête là. Ça fait beaucoup de questions. Ouais. Je vais revenir peut-être sur la question du référentiel et effectivement sur les preuves. Alors, je pense qu'une des forces de ce référentiel, c'est de ne pas justement s'appuyer que sur des preuves administratives. Et je ne sais pas si certains les ont déjà vécues, ces évaluations, mais c'est effectivement tout un temps long d'échange avec les évaluateurs qui permet de s'assurer. Alors, ça m'agace parce que depuis tout à l'heure, je cherche le nom du sociologue qui a écrit un très bel article où c'est au moment du passage de la loi HPST. Il notait un certain nombre de travers et il appelait ça la stratégie du Potemkin. Alors pardon parce que pour la référence parce que c'est un film qui est très très ancien et c'est un bateau en fait un bateau de l'armée russe et qui doit subir une visite et en fait le bateau coule. Il y a un trou dans la coque et le bateau coule. Et au moment de l'inspection, effectivement, le pont est nickel, voilà, tout a été briqué en surface, mais le bateau continue de couler. Donc ça m'agace parce que depuis tout à l'heure, je cherche. Et ce qu'il explique très bien, ce sociologue, c'est qu'il faut dépasser la logique du comme si. Alors,
je ne vais pas angéliser non plus. Oui, vous avez effectivement à rendre compte dans votre quotidien, que ce soit d'ailleurs dans le cadre du référentiel d'évaluation ou dans d'autres lieux. Oui, vous devez rendre compte et qu'à certains moments, ça passe par un ensemble de preuves administratives. Mais comme le disait très bien tout à l'heure Madame, ça sert à encadrer votre travail. Après, ce qu'il s'y joue au quotidien, ça vous appartient. Donc, presque, j'aurais envie de vous renvoyer aussi la balle par rapport à ça. Et vraiment, pour revenir, là encore, je ne sais pas s'il y a des personnes qui ont déjà vécu une évaluation complète, mais ça va quand même vraiment au-delà de vous demander de prouver par des pièces administratives les différents critères. Je me permets, mais c'est vrai que votre réponse, je n'ai pas de défiance vis-à-vis de ce référentiel. Ce que je disais, c'est que par exemple, sur la question du temps, est-ce qu'un critère, par exemple, discuté, ne serait pas de considérer une proportion du temps pour chaque professionnel dédié à de la réunion? Vraiment, j'insiste, parce que ça, par exemple, ça me paraît être des éléments... de la réunion éthique. Je ne parle même pas de ça, je parle juste du temps pour parler en institution. Vous voyez? C'est-à-dire qu'avant même de présupposer quel sera l'objet et que ce soit la question éthique, c'est ayons du temps pour parler. Déjà ça. Okay. Et j'ai l'impression que c'est une sorte de critère qui pose d'emblée le fait que c'est possible et non pas le 0,6. Il y a une instance mobilisable. Enfin voilà. Alors, c'est vrai que vous avez posé plusieurs questions en une, à travers vos remarques. Je vais peut-être rebondir sur ce que vous dites par rapport au temps. Ça me rappelle, dans le cadre de la réflexion qu'on avait eue sur l'avis concernant le consentement, l'évolution de la réflexion éthique relative au consentement dans le champ de la santé et du social. C'était une des recommandations qu'on avait faites. C'était justement de reconnaître ce temps qu'il faut aux professionnels d'échange pour expliquer, recueillir le consentement, etc. Mais de le reconnaître de façon factuelle dans les indicateurs budgétaires et financiers. Alors, sur la question de la preuve, c'est vrai. Et puis, je rebondis sur ce que vous dites. Finalement, c'est bien beau de faire, ou en tout cas, certes, la réflexion éthique va être animée dans le cadre de comités, d'instances, avec des référents, etc. Mais finalement, dans votre remarque, vous évoquez la culture et le fait qu'il faut que ça infuse, diffuse, il y a des termes différents dans le fonctionnement au quotidien. Voilà. Il faut commencer par travailler ça dans le projet de l'établissement et du service. Là aussi, ça peut paraître une évidence, mais en regardant, en étudiant différents projets d'établissement et de service, on voit quand même la différence dont la place laissée, si ça a été réfléchi, si c'est juste une petite phrase, ou si au contraire, ça a fait l'objet d'une vraie concertation. Et en général, quand ça fait l'objet d'une vraie concertation, on le retrouve dans différents documents, et ça se décline ensuite. C'est pour ça qu'il y a la question de la preuve, c'est bien beau, etc. Mais malgré tout, la méthode fait qu'on le retrouve quand même sur le terrain. Alors bien sûr que tout est perfectible, mais en tout cas, ce n'est que mon témoignage, mais je le constate quand je travaille avec des équipes sur des projets d'établissement de services, projets personnalisés, etc. La façon dont c'est rédigé traduit ou trahit aussi parfois elle traduit des vrais progrès, elle peut trahir aussi certaines marges de progression plus importantes. Et puis, là, vous avez commencé votre intervention sur pourquoi finalement on parle d'éthique aujourd'hui alors que ça fait très très longtemps, pourquoi on en parle autant. Finalement, ça revient à la question que je pose souvent là aussi aux professionnels de terrain, c'est à votre avis, ça sert à quoi toutes ces chartes des droits et libertés, etc. Il y en a plein, ça sort, etc. Pourquoi il y a besoin de rappeler ces fondamentaux, puisqu'il y a la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens? Eh bien parce que ça ne suffit pas, parce qu'il y a des spécificités par rapport à certains publics, par rapport au champ de la santé, du médico-social, les enfants, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les personnes protégées, etc. Eh bien finalement, en tout cas moi c'est ma réponse, je ne dis pas que c'est la réponse, c'est ma réponse, notamment depuis ces dernières années, il y a des tensions qui sont mises en débat public, sur la table, y compris dans les établissements, des tensions de plus en plus vives entre le droit et l'éthique. Voilà.
et justement cette prise en charge et cet accompagnement par rapport au texte. Et c'est pour cela que en pleine crise Covid, la ministre des Personnes âgées avait demandé de faire ressortir des grands points éthiques. Et finalement, cet après-midi, on vous fera travailler à la fois sur une situation très concrète avec cette charte. Et puis d'ailleurs, vous voyez, j'ai rajouté et handicap et la charte des droits et libertés de la personne accueillie, qui est la grande charte avec les 12 droits qui sont applicables. Donc c'est finalement cette confrontation entre les deux qui est de plus en plus discutée. Et en tout cas, voilà, c'est pour ça qu'on parle beaucoup plus d'éthique aujourd'hui. En tout cas, c'est ma réponse. Alors, je crois qu'on a bientôt écoulé le temps. Une dernière question là-haut. Il va falloir parler très très fort avec votre voix de théâtre. Des espaces, ça va marcher là, oui, ça va marcher. On a des espaces en fait d'analyse de pratique parce qu'on parle de la temporalité, du temps, il faut du temps pour se parler, il faut des espaces effectivement qui soient le plus ouverts et le plus souples possible. Et donc en centre de formation, dès les formations en travail social, on met en place en fait des groupes d'analyse de pratique avec aussi la question de la méthode. Parce qu'en fait, il y a la démarche éthique, elle est à la fois, bien évidemment, de la posture et en lien avec la question morale, avec la question philosophique. Donc, il y a des apports théoriques à ce niveau-là. Mais ensuite, il faut pouvoir l'incarner, le vivre, l'expérimenter à travers aussi des méthodes. Et en fait, on propose depuis, et alors ça c'est un peu plus récent, on propose des méthodes du type co-développement, par exemple, qui fonctionnent très très bien, mais qui sont des méthodes avec un processus très protocole, en fait, mais qui permettent de libérer l'expression, parce que c'est vrai que nos étudiants, quand ils arrivent en première année, ils ne se sentent pas tellement capables, tellement légitimes, tellement... Voilà, donc je pense qu'il y a aussi le cadre et la méthode et le processus de la méthode qui aident à aller vers cette posture et ce questionnement éthique, notamment à travers le co-développement, c'est ce que je voulais dire, mais ça peut aussi être à travers, par exemple, un processus autour des ateliers thérapeutiques en santé, par exemple, d'accompagnement parcours santé, qui a pu être mis en place également. Et juste pour information, nous aussi, à Ascoria, notre prochaine conférence pour les métiers du management, c'est management et éthique. Voilà, on se retrouve bien évidemment sur des questions essentielles et communes. Merci beaucoup de votre témoignage. Ça rejoint ce que vous disiez tout à l'heure, monsieur, sur l'éthique est devenue politique, c'est-à-dire qu'on voit dans les textes, elle est inscrite avec des supports comme le référentiel sur « vous devez y aller ». Donc la question, c'est est-ce qu'il faut qu'on y aille, c'est comment. Donc on est bien sur un enjeu déterminant de processus méthodologique, comme vous dites. Ça répond quand même en partie à une des questions et des remarques que vous aviez faites tout à l'heure. Si on s'oblige à ce cadre méthodologique à réfléchir et après sur les déclinaisons, ça n'empêche pas d'insuffler des choses un petit peu différentes, d'innover comme je le disais tout à l'heure, d'être un peu souple, mais ça permet d'avancer dans le bon sens. Voilà. On va peut-être s'arrêter là parce que je crois qu'il y a une pause. Ah, il y a une dernière question. Collaborateurs qui sont là, et notamment 3 chefs de service qui viennent de vivre l'évaluation externe. Donc ils pourront témoigner au cours de la journée certainement. La présentation telle que vous faites sur l'éthique n'a pas été évoquée en tant que telle dans le rapport des évaluateurs.
mais plutôt autour de la bientraitance, de la manière dont on accompagne les personnes. La justification qu'on a pu donner, c'est effectivement ce que disait Charles tout à l'heure, c'est pas tant un temps de réunion sur la question éthique en tant que telle, mais c'est comment est-ce que dans les réunions d'équipe, le sujet est abordé, comment est-ce qu'on tient compte de la parole de l'usager, et comment aussi on participe sur notre territoire à la question de l'éthique. C'est pas simplement une question de l'institution, c'est aussi une question de l'évolution aussi et de l'accompagnement de la personne sur son territoire. Et sur en tout cas, le choix qu'on a fait sur le territoire de Vitré, c'est de mettre en place une commission éthique interassociative et qui réfléchit aussi sur comment est-ce que ensemble, avec la diversité des publics autour de la table, on avance sur la question de l'éthique. Voilà. Et donc tout ça juste pour vous dire que ça a été évoqué effectivement, mais pas en tant que tel dans la restitution des évaluateurs. Voilà. J'espère qu'il a été assez court. Oui, merci beaucoup. Je ne sais pas si vous souhaitez un complément de ma part par rapport à votre intervention. Effectivement, moi je vous rejoins vraiment sur l'intérêt de penser cette question-là au sein d'un territoire pour permettre aussi à certains moments tout à l'heure Karine parlait de prendre du recul. C'est d'autant plus facile quand on prend du recul avec d'autres structures, d'autres établissements qui peuvent à certains moments vivre des situations similaires, qui auront peut-être trouvé un angle d'approche un peu différent et qu'en croisant les regards, ça permet parfois de trouver une voie la meilleure possible. Merci. Une dernière réaction aux questions ? Pour rebondir, donc Siegfried Martinche, responsable d'antenne du DACTIV. Sur ce que disait Monsieur Bourgeon, je vous invite à me retrouver sur l'espace Agora de 13h20 à 13h30 pour évoquer effectivement cet espace de réflexion éthique inter-établissement. Voilà. Merci de votre témoignage et merci à tous de vos questions, réponses, interrogations, doutes voilà, témoignages sur l'évaluation que vous avez, j'espère, pas subi, mais en tout cas apprécié. Parce que je préfère dire, vous l'avez vécu. Comme ça, oui. ça permet de... Vous ne l'avez pas subi, vous l'avez juste bien vécu. Non, mais j'ai fait exprès d'utiliser le terme subir. Hein. L'objectif, c'est que ça ne soit pas subi, justement. Donc, je crois que nous avons une pause 20 minutes. Voilà, la pause fait partie de la journée de formation. Elle est tout à fait importante pour dialoguer, justement. Merci.